Bonjour et bienvenue dans ce 7e épisode de Scotch et Domination mondiale. Aujourd'hui, on poursuit la conversation que j'ai eue avec Stanislas Leloup. Dans le dernier épisode, il nous a partagé comment est-ce qu'il est capable de générer des milliers d'abonnés sur YouTube à chaque semaine. Si vous faites du contenu visuel, vidéo, c'est un immanquable, c'est très important d'aller l'écouter. Dans cet épisode, on a fait un pivot. Il a mentionné quelque chose comme quoi qu'il générait 10 € par adresse courriel qu'il recevait. J'ai vraiment creusé pour être capable de savoir comment est-ce qu'il fait et il m'a expliqué vraiment sa stratégie fondamentale et comment est-ce qu'il fait du copywriting, c'est-à-dire de la vente par l'écriture, la persuasion à travers les mots. Donc, on a parlé de copywriting pendant 1 heure. Ça a été très pertinent. Donc, le copywriting, c'est quelque chose qui est très bon pour augmenter la conversion sur ton infolettre, sur tes publicités, Facebook, dans les journaux, peu importe elle est où ta publicité, sur ton site web. Le copywriting, c'est excessivement important pour ton site web. On va en parler dans le prochain épisode avec Mélodie et Marie-Pierre. Et dans cet épisode, il a partagé bien sûr c'est quoi le processus qu'il utilise pour être capable de transformer ces adresses courriels-là en clients. Il fait un lancement avec un produit, il génère 20 000 € en seulement 1 semaine. C'est très impressionnant tout ça. Il nous parle des chiffres derrière sa publicité Facebook, ses taux de conversion. Et moi aussi, je partage également mes taux de conversion dans cet épisode. Donc, vraiment beaucoup de valeur. On a vraiment tout donné. On a ouvert les portes au déluge d'informations en lien avec l'écriture publicitaire, qui est probablement un des talents les plus sous-estimés en marketing et en entrepreneuriat. Donc, avant de nous lancer directement dans cet épisode, j'ai une annonce toute spéciale à faire. Ça fait quelques semaines qu'on vous a parlé, qu'on a commencé à développer un produit qui était The Amazing Blanket. On a reçu notre échantillon, on l'a fait essayer à des gens. Le résultat a été assez intéressant. Donc, on a fait une vidéo où je me suis promené au centre d'achat et puis je mettais ma couverte sur les gens pendant qu'ils étaient en train de faire leur épicerie. C'était très drôle. On a fait une vidéo avec ça dure 5 minutes. On va mettre ça, bien sûr, dans les notes du podcast que vous pourrez trouver au latranchée.com/7 pour être capable de faciliter l'accès aux notes. On a décidé de faire des redirections sur chaque épisode. Donc, pour avoir les notes du premier épisode, latranchée.com/1, on est rendu au 7e, donc latranchée.com/7. Donc, c'est quoi? Juste une petite récapitulation pour ceux qui regardent le podcast en format vidéo présentement. Ça ressemble à ça. C'est ma superbe couverte qui pèse entre 15 et 25 livres que j'ai présentement sur moi. C'est vraiment très confortant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste aller m'emmitoufler dans ma couverture et vous laisser profiter de l'entrevue avec Stanislas Leloup. Plus tôt dans l'entrevue, tu nous as mentionné que tu faisais c'est 10 € par prospect, par adresse courriel que tu es capable de capturer. J'aimerais ça que tu nous expliques comment est-ce que tu fais pour être capable de faire de l'argent avec des adresses courriel. C'est quoi le processus? Est-ce qu'il y a une séquence de vente? Si oui, comment ça fonctionne? Comment ça marche? Donc aujourd'hui, là, le chiffre que je t'ai donné, il est uniquement sur un produit en particulier. Ce produit s'appelle Copywriting Mania. C'est une formation sur l'écriture de pages de vente. Donc c'est la formation la plus poussée, je pense, qui existe sur ce sujet-là que j'ai construite. Pour donner une idée de tarif, la version complète de cette formation va être à 1 000 €. Et puis après, t'as des versions plus chères qui s'adressent surtout aux PME, des gens qui veulent gagner du temps et qui ont du coaching, etc. Donc qui vont être un peu plus chers. Mettons que la plupart des gens vont prendre la version complète qui coûte 1 000 €. Donc si tu dis 10 € par prospect, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'environ une personne sur 100 va finir par acheter ma formation complète. Donc en fait, ce que tu as entre les deux, c'est tout un système de marketing, de copywriting qui va permettre aux gens de leur dire plusieurs choses. D'abord, numéro 1, le copywriting, c'est important pour votre business. Numéro 2, moi, je peux vous montrer comment faire. Et numéro 3, voici ma formation, voici ce que vous allez en tirer et acheter. Donc, tu vois, t'as tout un système à mettre en place avant même de vendre. Donc, la façon dont ça fonctionne, c'est que j'organise de manière ponctuelle un lancement. Ce lancement, je lui ai donné un nom, ça s'appelle la semaine du copywriting, où pendant une semaine, tu vas t'inscrire et tu vas avoir des infos gratuites tous les jours d'excellente qualité qui vont mêler un email. Chaque jour, tu vas recevoir un email. Il va y avoir une leçon
texte sur le site et la leçon va inclure des vidéos, des exemples, des analyses. Donc tu as un truc très profond et pendant une semaine, tu te plonges dans l'univers du copywriting et je te guide et je t'explique. Et en fait, la semaine va culminer le jeudi soir avec un webinaire. Un webinaire au cours duquel, pareil, je vais te donner 1 heure de contenu, je vais t'expliquer des exemples, je vais analyser différentes pages, différentes propositions de valeur, différents sites, différents entrepreneurs, etc. Et à la fin, je dis, écoute, vous avez fait tout ça, vous avez eu plein de bonnes infos, vous avez maintenant appris les bases de comment écrire des bonnes pages de vente et vous êtes équipé pour faire beaucoup mieux que 90% des gens qui savent pas du tout ce qu'ils font. Mais si ça vous intéresse de devenir un copywriter expert, de devenir un gars qui peut arriver sur n'importe quel marché, qui peut trouver les opportunités, qui peut identifier l'angle de vente parfait pour vendre n'importe quel produit, alors là, j'ai créé une formation complète, profonde, qui va vous aider à avoir des résultats, qui va vous aider à avoir des pages avec un excellent taux de conversion, qui va vous permettre de monétiser rapidement votre liste, qui va vous permettre de faire de la pub Facebook, d'avoir du trafic payant qui va être rentable parce que vous convertissez très bien derrière. Donc tu as tout un contenu gratuit qui est très riche, sachant que ces gens-là, pour la plupart, suivent mes vidéos YouTube, écoutent mes podcasts, donc ils ont déjà une familiarité avec moi. Et tout d'un coup, je vais construire cet univers du copywriting. Je vais leur montrer à quel point c'est important. Je vais leur montrer des exemples concrets. Je vais leur montrer des études de cas. Je vais leur montrer quel impact ça a eu dans mon business. Et par tout cet univers que tu vas mettre en place, toute cette persuasion, tout ce travail que tu vas faire sur l'importance du truc, tu vas avoir une personne sur 100 va se dire bah tiens, Stan c'est un gars à qui je fais confiance, il fait vraiment du bon boulot. Je pense que vraiment il m'a montré à quel point le copywriting c'était important et moi c'est vraiment un truc dont j'ai besoin aujourd'hui parce qu'aujourd'hui j'ai un peu de trafic, aujourd'hui j'ai un business qui tourne, aujourd'hui je fais des ventes, mais je sens que ça va pas au maximum. Je sens que ça convertit pas extrêmement bien, je sens que j'ai pas mon message parfait, où je sens que j'aimerais bien passer au niveau supérieur, faire de la pub payante, mais actuellement j'ai pas les tunnels de vente qui me permettent de faire ça. Et donc tu vas avoir ces personnes qui vont aller et chaque client va valoir pas mal d'argent pour moi, va valoir 1 000 € pour moi. Chaque client ça va me permettre de m'occuper d'eux, de corriger leur page de vente, de bosser avec eux, éventuellement de temps en temps de les appeler au téléphone, de les aider, de les accompagner. Donc voilà, c'est un peu le système que tu as. Et en fait, quand tu dis effectivement 10 €, ça revient à une personne sur 100, donc le calcul est assez stable. Donc sur mes derniers lancements, c'est à peu près ça. Parfois c'est un petit peu plus, parfois c'est un peu plus de 10 €, mais je mise là-dessus. Pourquoi c'est important de le savoir? Bah pour moi c'est parce que d'ailleurs je vais faire de la pub Facebook. Là je mets pas mal d'argent dans la pub Facebook. Ça me permet de savoir à quel niveau je peux calibrer mon acquisition de prospects et à partir de quel moment est-ce que je continue à être rentable. Définitivement. De mon côté aussi, je fais beaucoup de publicité Facebook. J'ai des systèmes similaires aux tiens qui sont en place. Et justement, j'ai mes statistiques devant moi. Et ça tourne autour de 1% de conversion. Si ma formation sur le blog, c'est 1,19% de conversion, celle sur le marketing par courriel, c'est 0,99%. Fait que c'est 1% de conversion en fait. Celle sur la publicité Facebook, c'est 0,7%. Donc c'est autour de 1%. C'est sûr que moi je fais pas de webinaire. Est-ce que quand tu fais ton webinaire, est-ce que c'est là que les gens convertissent? C'est quoi le rôle du webinaire dans ta séquence? Est-ce que tu trouves que c'est excessivement profitable? À cause que je suis en train de commencer à regarder à faire des webinaires, je suis vraiment curieux de savoir c'est quoi l'impact que ça a de toi pour ta business. Moi j'ai commencé à découvrir les webinaires quand j'avais un produit dans la séduction et ce webinaire-là cartonné. Ça veut dire que j'ai doublé mes ventes. Quand j'ai introduit le webinaire sur ce business-là, j'ai doublé mes ventes. Je pense qu'il y avait un impact qui est important à noter, c'est que tu vois, la séquence de vente était beaucoup par texte. Du coup, au webinaire, ce que ça permettait aux gens d'interagir en direct avec toi et les gens étaient super engagés. Et en fait, j'avais un webinaire d'1 heure que je présentais et quand je le présentais, il y avait toujours 2 heures de questions-réponses. Et moi j'ai une politique j'ai une politique, moi en fait, autant que les gens posent des questions, je reste. Si vous voulez partir, le webinaire est fini, vous vous cassez, ça me dérange pas, allez acheter mon produit. Mais si vous êtes là, vous posez des questions, vous discutez, et donc j'interagis avec mon audience en direct comme ça, tu vois, presque comme plus que ce que je peux faire sur un Facebook Live. Et sur la séduction, les gars étaient super engagés, ils avaient plein de questions, on racontait, on discutait, on parlait de différents sujets, et ils me posaient des questions complètement sorties du truc, mais ça construisait la confiance, ça construisait l'idée que putain, ce mec qui me vend des conseils de séduction, c'est pas juste un espèce de mec caché dans son coin, tu vois, c'est un vrai humain avec qui tu peux discuter. Donc ça construisait la confiance. Aujourd'hui, je t'avouerai que quel est l'impact exact du webinaire sur mon lancement du copywriting, il est compliqué à définir parce qu'en fait j'ai toujours eu un webinaire dans cette séquence. J'ai pas testé avec et sans. J'en ai toujours eu un parce que moi d'abord j'apprécie d'avoir ce contact avec mon audience, d'avoir ce live, ce direct. Je sais que ça construit la confiance. Anecdotiquement, par contre, je regarde les gens qui ont acheté le produit sont disproportionnellement probables d'avoir été présents au webinaire.
Après, Ok. ça veut pas dire que le webinaire les a fait convertir, parce que tu as aussi un effet de sélection. Les gens qui étaient les plus engagés dans la séquence sont ceux qui sont venus au webinaire, sont ceux qui ont acheté, tu vois. Donc il est difficile de donner un chiffre précis, mais ça donne l'idée que tu es une vraie personne. Ça te permet de t'interagir avec les gens sans filer, en direct. Les gens peuvent te poser les vraies questions et tu peux répondre. Tu peux trouver des questions qui vont être posées dans le webinaire que les gens t'auraient pas posées par ailleurs et que tu peux réinjecter derrière dans ton tunnel de vente. C'est un truc que je fais très souvent. Identifier les objections que les questions que les gens posent, des trucs qui sont pas répondus, les problèmes qu'ils ont, les blocages qu'ils peuvent avoir, et les réinjecter dans ma séquence de vente de façon à ce que ce soit répondu à chaque fois. Et puis, je pense que là, ouais, t'as l'aspect interaction en direct. Donc, les ventes le jour du webinaire sont pas énormes. Les ventes sur ma formation vont se faire probablement 20% le premier jour, 20% tu vois, pendant la séquence avec un tout petit pic le jour du webinaire et puis 50% le dernier jour. Je pense que 60% le dernier jour pour être sur 100, tu vois. Pour te donner une idée. Donc, en gros, tu vois pas un pic le jour du webinaire, mais anecdotiquement, je sens qu'il y a un aspect de relationnel. Et puis, moi, ça me fait aussi plaisir de le faire et ça me donne une intelligence sur mon marché, de pas être complètement détaché du marché, parce que tout le reste du lancement est totalement automatisé. Tout le reste du lancement, les gens vont recevoir vachement de contenu. Ils ont l'impression que c'est intense, que moi je suis là tous les jours à leur envoyer un email de 1200 mots. Mais en fait, cet email, il a déjà été écrit à belle lurette. Et puis, c'est juste mon assistant qui va les programmer, qui va les balancer de manière, automatisée pour moi. Donc, en fait, je suis juste présent pour le webinaire. Ça me prend, en gros, 2 heures et demie d'être présent. Comme je te le dis, j'aime bien rester pour les questions-réponses et puis parler aux gens. Tant que les gens continuent à avoir des questions, je reste parce que why not? Tu vois, les gens ont été présents. Moi, ça m'intéresse de discuter avec eux. Moi, je trouve ça vraiment drôle à cause que, justement, on a le même taux de conversion et au niveau de la conversion sur, dans le sens, mettons que tu fais une vente pendant une semaine, moi, c'est tout le temps le même principe. J'en ai 30% la première journée, 20% dans le reste et 50% la dernière journée dans les dernières heures. Les gens attendent vraiment à la dernière minute avant de convertir. Moi, je trouve ça très, très drôle. Et ça fait en sorte que quand tu lances ton produit ou ton projet, t'es comme, oh my god, j'ai tellement pas fait de vente à cause que, je sais pas, on a comme l'impression que tout va arriver en partant. Là, tu te décourages pendant toute la semaine. La dernière journée arrive et puis là, tu te sens comme vraiment bien à cause que t'es comme, oh my god, finalement, tu sais, j'ai pas tout fait, tout ce travail-là pour rien parce que, comme que tu l'as dit, c'est très, très intense en termes de contenu qu'il faut créer. C'est vrai que t'as raison de le mentionner parce que je pense que les gens peuvent avoir peur en voyant les chiffres, etc. Mais c'est normal, la plupart des gens attendent le dernier moment. Et encore là, je te dis 60%. Moi, j'ai vraiment eu des lancements où c'était vraiment la dernière journée, on avait fait 70% des ventes, quoi. En gros, le lancement, ouais, ça va, ça marche pas trop mal, on est plutôt content. Le dernier jour, c'était boum! Et tout d'un coup, tu avais des ventes, t'avais ton Stripe, tu sais, t'étais, oula, 20 000 euros. Ouais, c'est incroyable. Fait, donc toi, ces gens-là à qui tu leur fais là, ta semaine de copywriting, je suppose que c'est des gens qui sont déjà sur ta liste de courriels ou ce que là, tu dis, bon, mais là, la semaine du copywriting commence à tous tes contacts, t'envoies du contenu à tous les jours pendant 7 jours et ça, c'est ta séquence de vente? Donc, en fait, il faut qu'ils opt-in dans ma semaine du copywriting. Donc, je vais envoyer un mail à mes contacts en disant la semaine du copywriting commence et cliquez ici pour vous inscrire. Donc, ils doivent cliquer, ils doivent opt-in pour accéder à la semaine. Et donc, je vais faire une annonce sur ma liste email. Les gens vont cliquer, vont s'inscrire. En parallèle, je vais avoir des pubs Facebook qui vont tourner. Donc, j'ai 2 campagnes principales qui vont tourner pour driver vers les inscriptions. Premièrement, une campagne de retargeting qui permet à toutes les personnes, soit qui consultent pas leurs emails, soit qui n'ont pas vu mon email, soit mon email est arrivé dans les spams, soit ils sont jamais inscrits à ma liste email, mais ils ont visité mon site. Toutes les personnes qui ont visité mon site pendant les 180 jours, je fais le filet le plus large, vont recevoir sur leur page Facebook un petit élément, une petite pub pour la semaine du copywriting. Donc ça a tendance à bien marcher en retargeting et je combine ça avec des publicités en lookalike qui tournent aussi et qui là vont aussi envoyer vers la semaine. Donc en gros, la semaine pour moi c'est aussi une façon de faire tourner un peu toutes ces pubs de retargeting et de monter un peu la liste email. Si j'étais vraiment prêt à maximiser totalement mon revenu, c'est le moment aussi où je contacterai des affiliés et puis j'aurai des affiliés qui enverraient du trafic sur cette semaine-là aussi, puisque tu vois, ça donne un événement qui rassemble un peu tout le monde, un moment ponctuel où tu peux pousser un maximum de promotion pendant quelques jours pour promouvoir la semaine et puis ensuite donner le contenu. Aujourd'hui, je fais un peu moins d'affiliation, en particulier parce que ma chaîne YouTube a explosé, donc je me suis vachement concentré là-dessus parce que tu vois, quand une partie de ton business fait x10
en quelques semaines, tout d'un coup, tu changes un peu ta stratégie et tu vas switcher pas mal de ressources dessus. À terme, il est clair que tu pourrais rajouter de l'affiliation, tu pourrais rajouter de la pub YouTube, un truc auquel je pense mais que j'ai pas encore implémenté. Mais voilà, comme en fait la page de capture pour la semaine du copywriting, elle doit convertir à 45%, quelque chose comme ça. Donc c'est de toute façon une bonne façon de capturer des prospects qui autrement auraient pas converti. Sachant qu'ils achètent ou ils achètent pas pendant la semaine. Évidemment, après ils arrivent sur ma liste principale et ils auront l'occasion de convertir sur un lancement suivant ou sur un autre produit. Mm-hmm. Et puis, lorsque tu fais ta publicité Facebook en amont de ta semaine du copywriting, tu l'as fait combien de temps d'avance? Une semaine d'avance que tu commences à faire de la publicité? 2 semaines? 1 mois? Comment est-ce que ça fonctionne? En général, c'est assez peu de temps. Parfois, je le fais sur 7 jours. Là, cette semaine, je me suis réveillé un petit peu tard, donc je l'ai fait sur les 5 derniers jours. Un mois à l'avance, ça serait trop dans le sens où si je le faisais un mois à l'avance, je les enverrais sur un opt-in différent, parce que un mois à l'avance, on se souviendront plus qu'ils se sont inscrits, tu vois. Pour qu'ils s'inscrivent, il faut que ça soit la semaine prochaine. Donc je le fais comme ça. Si je fais de la pub Facebook le reste du temps, j'enverrai les gens sur une autre ressource, parce que j'ai d'autres ressources gratuites qui pour le coup sont en evergreen, qui sont totalement disponibles tout le temps et sur lesquelles j'envoie les gens, soit depuis mes vidéos YouTube, soit depuis les articles invités que je peux écrire, des genres de choses comme ça, ou soit depuis mes pubs Facebook. Personnellement, lorsque je fais ma publicité Facebook, j'aime pas faire des événements à cause que souvent ce qui arrive quand tu as des courts laps de temps comme ça pour être capable de faire ta publicité Facebook, t'as pas le temps de tweaker tes pubs, je veux dire, si ta page de conversion convertit pas assez bien, là t'as 5 jours là, pour être capable de changer ça et t'as beaucoup de budget qui passe rapidement. Est-ce que t'as remarqué que ton coût par acquisition de lead est supérieur lorsque tu fais ce genre de choses-là? Ou c'est la même chose, tu fais juste mettre le même budget que tu mets d'habitude? C'est quoi l'impact que ça a sur ton coût par lead en fait? Il est supérieur, ça le fait monter. Les campagnes sont relativement bien optimisées parce qu'en fait, je me sers des données du lancement précédent. Donc au fur et à mesure des lancements, au fur et à mesure que j'organise la semaine du copywriting, je teste différents éléments, différentes images, différents titres. Donc je me servis de tout ça pour optimiser mon lancement. Ceci dit, tu as un effet où en fait tu dois toucher toute ton audience pendant seulement quelques jours. Donc t'as pas effectivement de lissement sur les coûts. Tu dois peut-être un peu plus driver les enchères, etc. pour avoir le prix. Donc ça fait monter mon coût par lead là-dessus. Après, si tu veux, ça me pose pas énormément de soucis dans le sens où je récupère mon argent derrière sur les ventes. Donc je suis prêt à avoir ce coût un peu supérieur pour un événement qui est important dans mon business. Là-dessus, je vais mettre aussi, tu vois, pas mal de campagnes de retargeting, même pour les gens qui sont déjà inscrits à la semaine du copywriting. Et je vais les retargeter vers du contenu de manière à être extrêmement présent. Donc, je mets un petit peu le paquet sur la pub Facebook en termes financiers parce que j'ai un petit peu fait mes calculs et puis je retombe sur mes pattes. OK. Et puis là, je vais te poser la question qui rend les gens habituellement mal à l'aise, mais que tout le monde a en tête présentement. Combien tu mets par jour? Combien ça te coûte par lead? Donc là sur la semaine du copywriting, je vais être en retargeting, je suis pas à beaucoup. Je l'ai pas en tête, faut que je regarde. Mais en gros, le coût par lead en retargeting va être très bas, quelque chose comme 18 centimes ou 20 centimes. C'est excellent. En acquisition de lookalike, donc de gens qui me connaissent pas, il va être largement plus élevé et il est plus élevé que ce qui devrait être autrement, mais du coup il va être à 1,5 €. Ce qui est plus élevé. Normalement je pourrais le descendre à 1,20 ou même moins si j'avais un truc qui tournait sur le long terme, mais du coup là je drive un peu plus. Et le budget, ça dépend, je le switch un petit peu, mais en général sur le retargeting je vais mettre peut-être 150 € ou 200 € parce qu'en fait c'est tout ce que je peux mettre pour saturer mon audience. Sur de l'acquisition, je vais mettre soit 1000 soit 2000 €, ça dépend du temps que j'ai en fait. Là cette semaine j'avais un vol depuis l'Asie, donc je me suis réveillé un petit peu tard, donc je voulais pas mettre le full budget sur les 5 jours, donc j'ai dû le mettre un petit peu à moins, j'ai dû le mettre à 1200 €. Et en fait la façon dont je le gère, c'est que je regarde un petit peu le lancement de la dernière fois, j'avais regardé combien de budget j'avais mis et puis la saturation que j'avais eue, etc. Et en fait je me suis aperçu là sur ce lancement là que mes lookalikes étaient de bonne qualité, ce qui veut dire que plus j'élargis mon lookalike,
plus la qualité baisse. Donc, tu sais, tu as le lookalike de 1% qui marchait très bien, et dès le lookalike de 2%, j'avais un drop de qualité. Donc là, comme j'avais un petit peu moins de temps, je me suis dit bien, tiens, on va réduire ça, on va mettre juste 1000 euros, je crois, 1000 ou 1200 euros, un des deux, et on va réduire ça sur le lookalike de 1%. Donc là, tu vois, ça va me rapporter 700 prospects. Il y en a 7 qui vont acheter. Quand tu rajoutes à ça les prospects qui viennent de ma chaîne YouTube, etc., tu vas arriver en tout à quelque chose comme 2000 prospects, et ça vend à 10 euros. OK, donc 20 000 euros pour ton lancement. C'est vraiment très, très intéressant. J'ai fait une campagne de lancement il y a pas très longtemps, d'ailleurs. J'avais monté une conférence autour de ce lancement-là que j'avais fait comme étude de cas, qui était celle de Gabrielle Sanson. Elle vendait un cours de cuisine sur la mijoteuse. Et on avait fait une campagne de publicité Facebook avec un modèle excessivement similaire au tien. On avait mis autour de... rapidement comme ça, je pense que c'était 2000 $ de publicité, et directement cette publicité-là avait généré un 10 000 $ de revenus, et avec sa liste qu'elle avait déjà, je pense qu'elle a été chercher un 20 000 additionnel. Et même principe, une semaine d'avance, on avait mis un bon budget, 100 ou 200 $ par jour, pour être capable d'aller chercher des gens, et ensuite de ça, on envoie quasiment tous les jours des courriels avec un off timing. Ça fonctionne excessivement bien. C'est sûr qu'il faut avoir un bon produit pour être capable de justifier là, ces ventes-là, mais elle, ce qui est intéressant, c'est que son produit était très, très abordable. Je pense que ça tournait autour de 60 $. Fait que son taux de conversion était largement supérieur au tien puis au mien. Mais son revenu par lead, si on veut, était relativement similaire. Fait que je trouve que c'est quelque chose qui est très, très intéressant. Je pense qu'il y a aussi des marchés comme celui-ci, je sais pas ce que tu en penses, mais qui sont aussi beaucoup moins saturés et concurrentiels, où les taux de conversion sont supérieurs à ceux nous on a partagé dans ce podcast sur des formations en marketing. Donc selon le marché sur lequel les auditeurs peuvent se trouver, vous pouvez atteindre des taux de conversion qui sont supérieurs à ça, en particulier si votre marché n'est pas habitué à ce qu'on leur vende des formations en l'occurrence. Et puis, non, je pense que ce qui se passe aussi, quand tu vends une formation en copywriting, la personne qui achète ta formation en copywriting, elle sait que tu es un expert en copywriting. Fait qu'elle est comme sur ses gardes, mais en même temps, elle aime ça parce qu'elle veut apprendre comment, mais en même temps, elle est comme là, tu sais, je sais que tu es en train de me vendre. Fait qu'elle est un peu sur la défensive. Veut pas. On n'a pas le choix. Fait que ça affecte définitivement les taux de conversion. À chaque fois que quelqu'un s'inscrit sur une liste de courriels dans le monde du copywriting, écoute, c'est très, très rare qu'il va pas avoir une séquence de vente avec un produit, avec une offre, avec un upsell. Les gens, c'est rare que c'est la première fois qu'ils voient ce genre de séquence-là. En français, c'est beaucoup plus rare. Hein? Moi, il y a plein de gens qui me disent hey, c'est la première fois que je vois ça, c'est vraiment intéressant. Mais encore là, tu sais, ils savent que c'est une séquence de vente, c'est un marketeur, il est là pour te vendre quelque chose. Tandis que quand tu es dans une niche comme la santé, même la finance, tu sais, dans comme la cuisine, n'importe quelle autre niche en fait, où c'est pas des niches qui sont saturées. Je pense que les niches les plus saturées en termes de vente, je sais pas si tu peux être d'accord avec ça, mais je pense que de un, tu as la séduction, la perte de poids, le gain de masse musculaire et le développement personnel et comment devenir riche rapidement. Ça, c'est comme les 5 grosses industries que les copywriters là, ont vraiment abusé dans les dernières années. Et de toute façon, après, il y a si tu veux vendre des produits, il y a des motivations fondamentales qui vont vraiment pousser les gens à acheter. Et en fait, ces motivations fondamentales, elles sont pas si nombreuses que ça. Et je pense que voilà, tout ce qui est séduction, amour, couple, famille, ça c'est une motivation qui est forte. Tout ce qui est argent, ressources, c'est une motivation qui est forte. Donc tu vois, t'as des motivations fondamentales qui vont driver des gros business. Et ce qui veut pas dire que tu es obligé de jouer dans ces business en fait. C'est pas parce que c'est un gros marché que tu vas forcément gagner beaucoup d'argent, parce qu'il y a aussi plus de concurrence. À côté de ça, il y a des motivations qui sont peut-être moins répandues, moins fortes, mais sur des niches qui vont être voilà, beaucoup moins concurrentielles. Je pense par exemple, tu as la niche de la cuisine, comme tu as mentionné tout à l'heure, mais il y en a plein d'autres auxquelles on pense pas forcément et qui ont l'avantage d'être moins occupé par des marketeurs. Et en fait, si t'as des notions de marketing et de copywriting et que t'arrives dans un truc comme ça, tu peux tout casser parce que t'es le premier à avoir pu t'adresser à tes clients de telle façon. C'est très rare les gens qui peuvent naturellement parler à un client de manière empathique, comprendre les besoins, faire cette analyse-là, ces recherches-là. C'est un métier. La plupart des gens dans des petites niches X ou Y
ont pas forcément cette connaissance-là. Et donc, du coup, si tu peux importer ces techniques qui fonctionnent vachement bien dans des milieux ultra concurrentiels comme le marketing, la séduction, et tu peux les adapter dans une petite niche, tu peux faire vraiment des choses intéressantes et monter rapidement parce que tu auras assez peu de gens dans ton chemin. Définitivement. Il y a plein d'études de cas vraiment intéressantes sur Internet. Je pense notamment à Dorian Hitton. C'est un gars qui fait des livres pour montrer aux gens comment colorier. Et lui, ça fonctionne de façon incroyable, justement à cause que c'est une niche que très peu de marketeurs utilisent. Il n'y a pas eu les techniques de marketing les plus efficaces, dans le sens que les armes nucléaires du marketing n'ont pas été utilisées dans cette niche-là. Fait que quand tu arrives avec les connaissances de copywriting, comme que tu mentionnes, dans des niches qui sont pas habituées à ce genre de stratégie-là, instantanément, tu as des résultats vraiment très, très intéressants. Et justement, parlant de ces stratégies-là, tantôt, tu as mentionné quelque chose que je suis convaincu qui a surpris les auditeurs, qui est, j'envoie des courriels de plus de 1200 mots. Et instantanément, je suis certain qu'il y a plein de gens qui se sont dit 1200 mots, voyons donc, les gens prennent pas le temps de lire ça. Selon toi, ça ressemble à quoi un courriel parfait? Je dirais que le point central, c'est quel est l'objectif de cet email. Il y a plusieurs raisons d'envoyer un email. Tu peux envoyer un email pour avoir un appel d'action, pour avoir les gens qui cliquent sur un truc, qui vont autre part. Tu peux avoir des emails. Moi, j'envoie beaucoup d'emails qui sont des emails qui influent sur la psychologie de l'acheteur, en fait, qui sont là pour construire un concept, qui sont là pour préparer quelque chose. Et dans ce cas-là, tu vas essayer de générer quelque chose, de générer une idée dans l'esprit des gens pour préparer en fait une vente future. Et donc du coup, l'élément indispensable, parce que je pense que les gens iront lire des choses qui sont très longues. Moi, je me souviens, les gens se moquaient beaucoup de moi quand j'ai commencé dans la séduction parce que je faisais des vidéos de vente moches. Tu sais, ces vidéos de vente où t'as du texte noir sur un fond blanc qui défile pendant 45 minutes. Et les gens se moquaient beaucoup de moi, mais mes potes se foutaient de ma gueule. Et ces vidéos, elles vendaient un maximum. Elles me vendaient très bien. Et je gagnais très bien avec ça et ça convertissait extrêmement bien. Et pourquoi? Ok, oui, c'était moche, mais ça parlait aux gens. Ça leur parlait de leurs problèmes. Ça leur parlait de leurs problématiques. Ça leur parlait de leur vie. Ça leur parlait de ce qu'ils avaient envie d'accomplir. Et les gens t'écouteront à partir du moment où tu leur parles de quelque chose qui les touche. Donc, on a une formule en marketing qui est de toujours commencer par l'attention, capter l'attention des gens. Et pour ça, tu leur parles d'eux, tu leur parles de leurs problèmes. Et en fait, si tu es un bon copywriter et que tu as vraiment compris ton marché au plus profond, tu vas pouvoir trouver quelque chose où les gens vont être accrochés par ce que tu leur racontes, vont être passionnés, vont glisser. En fait, on appelle ça en copywriting. La métaphore, elle est très belle, c'est le toboggan glissant. Ils arrivent en haut et d'un coup, ils glissent, ils descendent, et il n'y a aucune friction. Ils s'aperçoivent à peine qu'ils sont sur un toboggan et ils vont arriver jusqu'au bout de ton message. Et c'est vraiment ça l'objectif que tu cherches à accomplir. Et pour ça, il faut souvent trouver soit un angle un petit peu différent pour traiter du sujet, soit un angle particulièrement émotionnel, soit une anecdote, une histoire, un exemple, quelque chose qui va attirer les gens, qui va leur donner envie d'en savoir plus, qui va leur donner envie de lire et qui va leur permettre d'avancer. Donc, j'ai parlé des emails assez longs, il y a des emails qui sont assez longs, où j'essaye d'établir tout un tas de concepts dans l'esprit de la personne, mais aussi des emails qui sont très courts. Des emails qui sont, tiens, le produit est disponible, cliquez ici pour le récupérer. Ou alors, tiens, vous avez plus que 2 heures pour acheter le produit, cliquez ici avec juste, quelques lignes et puis un lien. Tout dépend de l'objectif que tu cherches à accomplir. Mais pour moi, surtout pour vendre un produit qui est assez cher, qui vaut 1000 euros, le produit, il est vendu sur une certaine vision des choses, sur une certaine vision du monde, sur une certaine vision, pour moi, que le copywriting, c'est quelque chose qui est important. Parce que savoir vendre, c'est le centre, c'est le cœur de tout business. Les ventes, c'est le cœur de tout business. Et le copywriting, c'est l'art de la vente à l'écrit. Et aujourd'hui, on est dans un monde Internet, réseaux sociaux, les emails, qui est vachement basé encore sur l'écrit, sur le texte, le fait de pouvoir trouver les bons mots pour convaincre. Et tu vois, je construis cette vision du monde, de l'importance du copywriting. Et si cette idée-là est présentée avec un exemple, une anecdote, un truc un peu marrant, les gens le liront et ils en sortiront avec une vision du monde qui est différente, avec une vision que le copywriting c'est important. Moi je reçois beaucoup de gens, d'emails de mecs qui achètent ma formation et qui me disent Stan, il y a 2 semaines, je savais même pas ce que c'était le copywriting, je pensais que c'était un truc à la con, pas du tout pour moi, et en fait tu m'as convaincu que c'était important, tu vois. Donc non seulement je résous leurs problèmes, mais je leur montre une façon différente de voir le monde qui correspond évidemment à celle que moi je défends et à celle que mon produit est là pour résoudre. Quand tu envoies tes courriels, est-ce que
t'es le genre de personne à cause que t'as plusieurs façons d'aborder le marketing par courriel, est-ce que t'es le genre de personne qui va envoyer des courriels qui sont excessivement familiers dans le sens que tu vas dire bonjour Olivier, j'ai une anecdote à te partager aujourd'hui, il m'est arrivé XYZ, ce qui m'amène à te présenter tel concept. Donc, est-ce que tu vas faire la même chose que dans tes vidéos YouTube, c'est-à-dire que tu vas prendre des références culturelles, tu vas essayer de les intégrer et de conter une histoire pour être capable de donner de l'information et d'apprendre quelque chose à la personne, et ensuite de ça, tu vas mettre un appel à l'action au bas, ou tu vas plutôt essayer de ramener les gens sur ton site web, sur un article de blog que tu as fait, sur une vidéo que tu as publiée. Est-ce que pour toi, le visuel du courriel est important, ou tu essaies de faire quelque chose qui est le plus simple et basique possible? Moi, j'essaie de faire. Moi, je suis de l'école qui veut dire il faut que tes emails aient l'air le plus personnel possible. Donc, mes emails, c'est uniquement du texte avec voilà des liens de l'HTML éventuellement dedans. De temps en temps, je mets des images, mais je déteste. Pour moi, en fait, si tu veux, tous les services d'email vont te dire nous avons 150 templates d'email différents. Et dès que je vois une template comme ça dans un email que je reçois, putain, c'est un email commercial à la con, vraiment écrit par une stagiaire, et puis ça me gonfle. Et je lis même pas. Et donc en fait, je pense que l'email texte simple met en avant le texte, met en avant le message. Et pour moi, il y a vraiment une force. Je pense que quand tu sais écrire quelque chose, il y a vraiment une force où tu peux asperger les gens et aspirer les gens plutôt. Et tu n'as pas besoin de mettre des boules de Noël partout et des graphiques pour attacher leur attention. Donc c'est un peu moi l'idée que j'en ai. Et donc du coup, je vais faire des emails qui rentrent directement dans le vif du sujet. Donc j'utilise pas le prénom des gens parce que je capture pas les prénoms dans mon système et je tutoie pas. Je vous vois, mais tu vas souvent avoir des emails. Il y a rarement un bonjour dans mon email. Il y a souvent un email qui rentre directement dans le vif du sujet. Et en fait, je pense que pour tout sujet, il y a un angle qui va faire clic, tu vois, le déclic, la headline, l'entrée, et il faut passer beaucoup de temps à réfléchir. Moi, je passe beaucoup de temps à réfléchir à ces idées ok, j'ai un sujet qui est intéressant, j'ai une bonne idée à raconter, mais comment est-ce que je la raconte de façon à ce que les gens aient envie d'en entendre parler? Quel est le bon angle, le point d'entrée? Et je passe beaucoup de temps à réfléchir à ce point d'entrée. Donc, bien souvent, tu vas avoir un email qui est du simple texte, mais je veux que quand tu lis la première phrase, t'es qu'une envie, c'est de lire la deuxième phrase. Et que quand tu lis la deuxième phrase, t'es qu'une envie, c'est de lire la phrase, tu vois. Et donc, c'est le fameux toboggan glissant. Et c'est vraiment comme ça que moi, je le conceptualise, dans l'idée que, tant que tu peux garder l'attention, tant que les gens te lisent, ils vont continuer à te lire, donc ça n'a pas d'importance la longueur de l'email. Et tant qu'ils ont continué à te lire jusqu'au bout et que tu as établi l'importance de ton appel à l'action, ils vont suivre et ils vont aller sur ton appel à l'action. Donc, tu as dit quelque chose d'intéressant en parlant des templates, justement, que les compagnies de marketing par courriel nous offrent. Moi, je trouve ça vraiment drôle à cause que le seul template que j'utilise, c'est créer votre courriel en HTML. Je fais juste mettre du texte très très rough avec le moins d'HTML possible, avec des balises P pour des paragraphes, aucun formatage. Comme ça, ce que ça fait, c'est que ça fait exactement le même style de courriel qu'un courriel qui a été envoyé via Gmail. Donc, c'est un courriel transactionnel, 1 à 1, qui a aucun formatage, aucun logo. C'est juste comme d'un ami à un autre ami. Et je pense que c'est ça que les gens vont aimer consommer. Et ça, ce qui est le fun, c'est que lorsque les gens reçoivent ça dans le Gmail, ça tombe pas dans la table promotion, ça tombe dans le inbox, justement à cause que ça n'a pas l'air d'être un courriel de promotion. Il n'y a pas tout le markup HTML qui est associé à un infolettre. Fait que c'est très, très difficile pour Gmail, pour Hotmail, pour les autres, de classifier ça comme étant un courriel promotionnel. Tantôt, tu as mentionné justement quelque chose de très, très intéressant. Tu as dit que la première chose qu'il faut faire dans un courriel, c'est d'aller chercher l'attention de la personne. Et complètement raison, c'est très très logique d'ailleurs, mais est-ce que tu as des frameworks, est-ce que tu as des espèces de recettes qui s'appliquent un peu, que tu peux appliquer dans à peu près n'importe quel business pour être capable d'écrire des textes de vente persuasifs? Il y en a un certain nombre qui existent. Il y a tout un tas de recettes en fait qui ont été qui ont traversé les générations. Moi j'adore aller relire des pages de vente qui datent des années 80, des années 70. Tu remontes jusqu'à dans les années 1920 avec un monsieur qui s'appelle Claude Hopkins, qui a un bouquin qui s'appelle Scientific Advertising, la publicité scientifique. Et tu vas t'apercevoir qu'en fait il existe des biais en fait dans l'esprit humain, où l'esprit humain va traiter les informations d'une certaine façon, et si tu peux adapter ton message à ces informations, voilà, tu vas avoir un impact qui est efficace. Et une de ces formules qui est vraiment universelle, c'est AIDA. C'est AIDA pour attention,
intérêt, désir, action. C'est l'ordre dans lequel tu dois présenter les éléments de ton message de manière à avoir le maximum d'impact. Donc au départ, tu dois capter l'attention des gens. Tu dois leur montrer quelque chose d'étonnant, de surprenant, d'intéressant, important pour eux. Et ensuite, tu dois leur raconter quelque chose d'intéressant, de différent. Tu dois leur permettre d'approfondir dans ton message. Et ensuite, tu dois créer du désir. Tu dois leur montrer en quoi l'appel à l'action que tu t'apprêtes à faire est important pour eux. Et finalement, tu dois faire cet appel à l'action clair, direct et précis. Et ça, c'est un modèle, c'est vachement intéressant parce qu'en fait, ce modèle AIDA, il est fractal. Donc, dans une pub Facebook, tu peux adapter le modèle AIDA dans une pub Facebook. Tu peux adapter le modèle AIDA dans un email et tu peux adapter le même modèle dans une page de vente. Donc, tu vas avoir un truc qui fait 5 lignes, un truc qui fait quelques dizaines de phrases et un truc qui va une page de vente énorme. Et en fait, tu peux toutes les décomposer en ces différentes étapes. Et la raison pour laquelle ça existe, c'est parce que tu as, selon moi, c'est comme ça que l'esprit humain va traiter les informations. Donc voilà, le modèle AIDA, c'est un excellent modèle. Il existe d'autres modèles qui sont utiles, qui rentrent dans ce framework. Par exemple, moi, ce que j'appelle la technique de la boule de cristal, c'est l'idée de créer des visualisations pour les gens. Et c'est une façon de faire du storytelling de manière à ce que les gens puissent se projeter dans ton histoire. C'est de manière à donner les bons détails, c'est de manière à donner le bon arc narratif à ton message. Parce que pourquoi, qu'est-ce qu'on sait, c'est que les êtres humains sont naturellement conditionnés pour écouter les histoires. Et c'est comme ça que, à l'époque, avant d'avoir l'écriture, c'est comme ça qu'on passait la connaissance autour du feu. Il y avait un gars qui racontait son histoire et qui allait te raconter l'histoire de comment il a attrapé un mammouth ou quelque chose comme ça. Et c'est comme ça qu'on allait passer la connaissance. Et ça veut dire que biologiquement, génétiquement, l'être humain est conditionné pour faire attention à ces histoires et surtout pour les mémoriser. Et donc, il existe tout un tas de systèmes. Et là, ça remonte encore plus loin. D'ailleurs, je t'ai parlé des années 20. Le système de storytelling, il remonte à Aristote. Tu vois, ça remonte à des millénaires, en fait. Et tu peux utiliser ces systèmes-là, ces structures d'histoire qui sont universelles pour capter l'attention des gens, pour leur faire passer un message qui sera mémorable et que les gens pourront retenir. Et ça, souvent, c'est quelque chose que tu vas utiliser pour, par exemple, soit capter l'attention dans le A, soit créer le désir, tu vois, pour un produit. Donc, l'attention, ce serait une histoire surprenante, une histoire de transformation. Le désir, ça sera l'histoire de quelqu'un. Au départ, ce mec-là, c'était un gars qui avait une difficulté, il avait un problème, comme toi aujourd'hui qui m'écoute, et je vais te raconter l'histoire de comment ce mec-là a surmonté ce problème. Et ça met en valeur la solution, ça met en valeur le problème que tu ressens aujourd'hui, donc tu peux te connecter à cette histoire et tu peux suivre. Donc là-dessus, j'ai quelques vidéos qui peuvent être intéressantes sur les gens. Si vous allez voir sur Marketing Mania et puis vous allez voir les vidéos sur le storytelling, c'est un sujet que j'ai vachement creusé, en particulier sur l'idée de la structure. La structure d'une bonne histoire revient tout le temps. Que vous regardiez un mythe grec, que vous regardiez Star Wars ou que vous regardiez une page de vente qui cartonne, il y a en fait la même structure qui est suivie dans l'histoire qui est racontée. Et puis, cette structure-là, si je peux me permettre, ressemble à... C'est quoi les éléments principaux? Les éléments principaux, c'est un personnage principal, un héros, ça c'est important. Donc tu vas suivre une personne. Donc plutôt que de me raconter, vous savez, parfois les gens ont un problème pour perdre du poids, etc. Non, je veux que tu me racontes l'histoire de Monique qui a eu un problème pour perdre du poids. C'est important, il faut qu'il y ait un personnage, parce qu'on peut pas s'accrocher à une généralité. Par contre, on s'attache à un personnage, on va s'attacher à Monique. Donc tu as un personnage qui a une situation de départ. Ensuite, tu vas avoir un événement perturbateur où tu vas avoir une situation. Donc, Monique avait du mal à perdre du poids et un jour, il doit y avoir un truc où elle est poussée à bout. Mettons, par exemple, Monique a envie de perdre du poids, elle a jamais vraiment réussi, elle a testé différents régimes et un jour, elle doit se marier et elle doit rentrer dans sa robe de mariée et d'un coup, elle doit perdre du poids et rien n'a jamais marché, donc qu'est-ce qu'elle va faire? Ensuite, tu dois avoir une découverte, tu dois avoir le personnage, le héros doit passer un univers alternatif, il doit faire une découverte, il doit sortir de sa zone de confort, il doit partir à l'aventure, métaphoriquement ou techniquement. Donc dans Star Wars, il part à l'aventure quand il va partir de Tatooine sur le vaisseau et il va rencontrer Obi-Wan Kenobi, etc. Dans ce cas-là, ça peut être Monique a découvert le régime paléo, et elle s'est mise à faire ça et tout d'un coup elle a eu un résultat. Et au final, tu dois avoir la transformation et tu dois avoir le résultat. Et tu as une situation finale où le héros revient au final
à son point de départ, mais en étant transformée. Et donc Monique revient et elle se marie, et elle a été transformée par ce régime paléo, et elle a été voilà, elle est heureuse, etc. Et tu me racontes tout ça. Donc là, c'est une histoire vraiment simple de structure, mais c'est en gros les éléments fondamentaux, les pièces constructives, et n'importe quel film que tu regardes, en fait, va suivre une situation de départ, un élément perturbateur, une découverte, voilà, et un point de confrontation finale, une difficulté, et puis après, un épilogue où tout est bien qui finit bien, etc. Et à chaque étape de ça, c'est utile de donner un élément visuel, de décrire une scène, de décrire la scène où Monique se rend compte que la vache, rien ne fonctionne, tu vois, de pouvoir concrétiser ça, plutôt que de le dire de manière abstraite, de raconter la scène où elle rentre chez elle et elle essaye sa robe de mariée qui a été spécialement préparée, elle en est super fière et elle s'aperçoit qu'elle n'arrive pas à la fermer et tout d'un coup elle stresse, elle sait pas quoi faire, etc. Tu vois, de donner cet aspect, j'en fais peut-être un peu trop et les gens se diront peut-être que c'est caricatural, mais c'est parce que je l'invente comme ça en disant, et je veux donner un exemple, de donner une scène visuelle, une scène dans laquelle les gens peuvent se projeter. Par exemple, dans la séduction, tu vois, quand on racontait une histoire comme ça, bah, il fallait qu'il y ait un moment, parce que c'est quelqu'un qui a toujours eu un peu des problèmes avec les femmes, qui a jamais trop réussi, etc. Mais il fallait qu'on raconte la scène, qu'il fallait qu'on raconte le moment où il n'en pouvait plus, où c'était le point de craquage. C'est comme dans un film, tu vois, et si tu veux raconter que ton personnage est pas bon avec les femmes, par exemple, ou a du mal à perdre du poids, tu veux pas avoir une voix off qui dit Jean-Jacques avait du mal à parler aux femmes qui l'intéressent. Il faut que tu aies une scène visuelle où il interagit avec quelqu'un et où on te montre par l'exemple qu'il a ce problème-là, tu vois. Et je pense que la force d'une histoire, c'est aussi ça, et de donner les bons détails et de permettre aux gens de se projeter, de s'identifier, sans avoir derrière le marketeur qui te dit tout ce que tu dois penser, parce que tu tires les bonnes conclusions de l'histoire qu'on te raconte. Très fort. Et puis, dans ces histoires-là, justement, est-ce que tu penses qu'on pourrait insérer un vilain ou insérer un anti-héros, justement, pour rendre l'histoire encore plus intéressante? Dans le sens que, moi, aussitôt que tu m'as parlé de la fille qui veut perdre du poids, instinctivement, je me suis dit, on pourrait parler de tous ces magazines qui nous proposent des images irréalistes du corps, de tous les trucs de fitness qui sont en fait des lobbies de compagnies de suppléments. On sait pas qu'est-ce qu'il faut prendre. Il y a tellement trop d'informations. La personne se sent perdue, elle se sent submergée d'informations. Et tout ça à cause des méchants capitalistes qui veulent vendre des pilules miracles. Et un jour, elle est tombée sur quelque chose d'excessivement simple et de facile. Et là, il y a eu une transformation justement à cause que, tu sais, dans le sens qu'il y a plusieurs enjeux qui s'affrontent, ce qui rend, selon moi, là, l'histoire plus captivante à cause que tu te sens comme investi émotionnellement, justement, à cause que tu parles de la personne tu sais, tu parles de Monique, la personne va s'identifier à Monique et tu vas parler des personnes ou des mouvements sociaux qui nuisent à Monique, qui font en sorte que Monique est où ce qu'elle est présentement, tu sais, de mettre la faute un peu sur les autres personnes pour déculpabiliser le lecteur qui est en train de lire. En tout cas, je suis en train de, un peu comme toi, de faire du brainstorming, là, d'inventer des choses au fur et à mesure. Mais justement, quand on pense à une personne très très précise et qu'on se met à parler de son histoire, instantanément, ça nous rend empathique. Comme que tu disais, là, quand on était autour du feu, voilà 20 000 ans, et que c'est comme ça que le savoir se passait, je sais pas, j'ai juste envie de savoir la suite. Est-ce que Monique, elle a réussi? Est-ce qu'elle a réussi à avoir sa robe de mariée? Puis est-ce qu'elle a perdu le poids qu'elle devait perdre? Effectivement, et surtout si t'es non mais t'as raison, sur l'histoire d'avoir un ennemi, un méchant. C'est utile pour plusieurs raisons. Tu l'as dit, pour déculpabiliser les gens. D'un coup, tu parles de perte de poids, les gens ont un grand niveau de culpabilité par rapport à ça. Ils se disent je n'ai pas réussi, etc. Ça permet aussi de simplifier le problème, de personnaliser les choses. Tu sais, pourquoi est-ce que toutes les marques, pourquoi est-ce que beaucoup de marques vont avoir un porte-parole? C'est parce que tout d'un coup, on s'identifie, on a plus de facilité à se représenter un être humain qu'un concept abstrait. Donc un concept abstrait comme la perte de poids, si tu peux dire ok, c'est ce méchant gars qui est la responsable et donc on va lutter contre lui, d'un coup tu donnes un visage à ton problème et du coup tu peux mieux définir ta solution. Donc voilà, il y a cet aspect-là. L'autre aspect évidemment, c'est que ça rend ton personnage principal plus sympathique, parce que dans tout bon film hollywoodien, le méchant est toujours beaucoup plus fort que le héros dès le départ. Et c'est un combat héroïque pour pouvoir surmonter
ces probabilités qui sont pas de ton côté. Ah, c'est complètement captivant. Écoute, fait que t'as un guide, t'as un lead magnet pour ça, t'as un produit que les gens peuvent consulter. Où est-ce qu'ils peuvent aller le chercher? Donc la meilleure chose à faire quand vous nous écoutez, tapez dans votre navigateur site persuasif.com, donc en un seul mot, sitepersuasif.com. Vous allez arriver sur un guide qui s'appelle le guide ultime du site web persuasif, qui est totalement gratuit. Je vous demande même pas de laisser votre adresse email dedans, et vous allez avoir plusieurs chapitres qui vont vous expliquer tous ces éléments-là et qui vont résumer les différents l'importance d'une proposition de valeur, les différents éléments d'une proposition de valeur qui est efficace, le storytelling et comment ça fonctionne. Donc un peu résumer tout ce dont on a parlé, structuré dans un guide en plusieurs chapitres, qui est totalement gratuit. Et puis ça donne plein d'exemples parce que j'ai inclus beaucoup de mes vidéos dedans. Donc en fait, à chaque fois que je vous parle d'un concept, je vous donnerai plusieurs vidéos qui prennent des exemples dans différents marchés. Mettons, vous allez avoir une vidéo d'un gars qui vend des rasoirs, une vidéo d'un mec qui vend du logiciel, une vidéo d'un mec qui vend de la formation. Et je vous explique en quoi ce concept peut s'appliquer sur différents marchés. Donc il y a plein d'exemples. Je vous redonne le lien, ça s'appelle sitepersuasif.com. Définitivement très très bien fait. Tantôt j'ai été le voir. Il est vraiment, comme que tu dis, il y a des vidéos, il y a des extraits de podcasts aussi. T'as un podcast, fait que t'avais beaucoup de contenu à piger dedans. Fait qu'il y a plein de vidéos, il y a plein de podcasts. Je pense que t'as 6 chapitres qui sont offerts gratuitement. Avec, si la personne laisse son adresse courriel, je pense que t'as des bonus. T'as des checklists, un guide sur les tests AB aussi que les gens peuvent aller télécharger en bonus en échange d'un adresse courriel. Et je pense que la meilleure chose pour être capable d'apprendre le copywriting, c'est justement de s'inscrire à des listes de courriels et de déconstruire qu'est-ce qu'ils font. Donc, définitivement, allez non seulement sur son guide gratuit, regardez les 6 chapitres qu'il offre gratuitement, mais téléchargez le bonus et je ne sais pas si tu vas avoir une séquence qui va être en place pour eux autres, sûrement que oui. Regardez les courriels que vous allez recevoir et puis essayez de déconstruire comment ils sont faits. Dites-vous que ces séquences-là ont été optimisées et qui génèrent beaucoup d'argent, même si, tu sais, même si les courriels sont longs, même si c'est peut-être pas l'approche que vous auriez pris naturellement pour être capable de faire du copywriting, le copywriting peut être très contre-intuitif. Fait que ça vaut vraiment la peine de regarder qu'est-ce qui fonctionne, de mettre ses préjugés de côté et d'essayer d'apprendre le plus possible en regardant qu'est-ce que les autres font qui fonctionne. Alright, ça fait déjà 45 minutes qu'on parle. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant qu'on wrap tout ça? Je pense que tu as donné le bon conseil sur le fait d'aller décomposer ce qui fonctionne. Moi, c'est quelque chose que je fais encore et je fais ça énormément. Après, ça se voit clairement parce qu'en fait, c'est un des grands concepts de ma chaîne YouTube, c'est de décomposer ce qui fonctionne. Et en fait, le but, c'est de comprendre quels sont les grands principes et regarder un petit peu les gens qui vous intéressent et demandez-vous quel est l'objectif de cet email. En général, un email, il vient pas tout seul, il vient dans une structure, il vient dans un voyage qu'on essaye de vous faire prendre, on essaie de vous amener d'un point A à un point B, et demandez-vous quelle est l'intention derrière l'email, quelle pièce du puzzle est-ce que ça constitue, et demandez-vous dans votre propre business du coup, quel est le point A auquel se trouve la personne aujourd'hui, le prospect qui vient vers vous, et quel est le point B auquel vous devez l'amener pour qu'il soit prêt à acheter. Donc ça veut dire plusieurs choses, il doit comprendre le problème, il doit comprendre la solution, il doit vous faire confiance, il doit avoir un désir suffisamment fort et un sens d'urgence que le problème doit être résolu maintenant. Donc il y a tout un tas d'éléments psychologiques qui doivent être mis en place et vos différents ingrédients qui vont se trouver entre les deux, que ce soit des emails, des vidéos, des podcasts, des articles de blog, doivent lui permettre de faire cette transformation psychologique pour l'amener au bon endroit où il sera prêt à reconnaître la valeur de ce que vous lui proposez. Et si vous regardez un petit peu les emails que moi j'envoie ou que n'importe quel autre marketeur comme Olivier envoie, eh bien vous allez vous allez trouver tiens, ok, donc là cet email là il est là pour construire de la confiance, de la familiarité. Cet email là il est là pour me donner un sens de l'importance de ce problème et pourquoi ce problème doit être résolu de manière urgente. Moi je m'abonne toujours à beaucoup de listes email. Il y a beaucoup de gens que je regarde juste par curiosité de voir comment ils gèrent leur business. Je vais aussi m'abonner à des lancements et regarder les différents emails qui ont été écrits et puis les analyser derrière. Je capture beaucoup de pages de vente. J'ai un dossier sur mon ordinateur de pages de vente que dès que je vois une page de vente intéressante, je la sauvegarde.
CTRL S sur un navigateur et puis je sauvegarde l'ensemble de la page, le HTML, les images, etc. dans un dossier. Et ensuite, je reviens derrière et puis je les analyse, je les décompose, j'essaie de trouver les ingrédients. Donc c'est vraiment un truc qui est assez riche, on n'en a jamais vraiment terminé, mais même à n'importe quel niveau, où que vous soyez, c'est intéressant à garder de manière consciente. Ouais, définitivement. Écoute, merci beaucoup. La première partie, ça a été une classe de maître sur comment être capable de partir sa chaîne YouTube et avoir du succès en tant que YouTuber. Et la deuxième partie, une autre classe de maître sur comment être capable d'écrire des textes persuasifs. Beaucoup de valeur là-dedans. Je suis convaincu que les auditeurs vont complètement triper. En tout cas, moi, personnellement, j'ai appris beaucoup de choses. Merci beaucoup pour tous les bons conseils que tu nous as donnés. Merci Olivier, c'était un plaisir de pouvoir discuter avec toi. Excellent. Fait qu'on se dit à la prochaine. Ça marche. C'est déjà tout pour cette entrevue avec Stanislas Leloup. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, suggestions, questions. Au latranchée.com/7, il va y avoir un espace pour les commentaires qui sont réservés aux membres. Vous pouvez également aller sur SoundCloud et sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller vous inscrire au Lead Magnet de Stan. Regardez sa séquence de vente, déconstruisez comment est-ce qu'il s'y prend pour être capable de persuader les gens. C'est un marketeur très très compétent, très habile avec les mots, que je respecte beaucoup. Il a une belle éthique au niveau de ses valeurs et de la façon qu'il fait ses démarches entrepreneuriales. Ça vaut vraiment la peine. Et finalement, allez regarder notre super vidéo avec notre amazing blanket. Et peut-être dernier détail, prenez une photo de où est-ce que vous êtes en train d'écouter l'épisode. Allez sur Instagram, publiez-la sur Instagram et mentionnez-nous ou identifiez-nous dans la photo à commercial LA_tranché TRANCHEE ou encore à commercial Olivier_Lambert. Et je vais trouver ça vraiment le fun de savoir où est-ce que vous écoutez cet épisode et ça va comme me faire partager un peu le moment avec vous. Donc sur ce, on se dit à la semaine prochaine pour un autre épisode de Scotch et Domination mondiale.